Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Militante. C'est un épisode que je suis trop contente que tu écoutes. Aujourd'hui, je vais te parler d'un groupe féministe allemand, les Rote Zora. J'ai découvert ce collectif à Saint-Imier au moment du pseudo-congrès anarchiste de 2023. Quelqu'un avait organisé la projection d'un documentaire où on entend des anciennes militantes témoigner, et depuis j'ai trop hâte de faire cet épisode. Ce groupe a fait ses premières actions en 1975, et pour bien que tu comprennes le contexte politique dans lequel elles ont évolué, j'ai invité Pauline Corr pour nous en parler. Pauline est docteure en études germaniques et en histoire. Elle a travaillé sur la théorie et la pratique de la violence dans la culture politique de la RFA dans les années 60 et 70. Avant de lui laisser le micro pour qu'elle nous explique tout ça, je vais te rappeler dans les très grandes lignes la situation en Allemagne à ce moment-là. Depuis 1949, l'Allemagne est séparée en deux. D'un côté, l'Allemagne de l'Ouest, contrôlée par les forces alliées dont les gouvernements sont sortis vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. On l'appelle aussi la RFA pour République fédérale d'Allemagne, et c'est cette partie qui va nous intéresser dans cet épisode. L'autre partie, l'Allemagne de l'Est, est contrôlée par les soviétiques et s'appelle la RDA, pour République démocratique allemande. Tout ce qu'on va dire dans cet épisode, sauf si c'est précisé, c'est passé en Allemagne de l'Ouest, donc en RFA. Je ne suis pas un homme. Je n'ai pas d'idée politique. Je n'ai pas d'avis. Je remercie énormément Pauline d'être venue pour cet épisode. Alors évidemment, il n'y avait qu'un micro quand j'ai enregistré Pauline. J'ai galéré à en trouver un autre. Bon bref, du coup j'en ai pris qu'un. Donc mes questions, on les entend mal, donc je les ai réenregistrées. C'est pour ça que ça va peut-être pas faire très naturel comme conversation. Mais le plus important, c'est qu'on comprenne bien les réponses de Pauline. Il y a dans les années 60 un fort mouvement de gauche d'opposition au gouvernement en place, qui commence surtout par un mouvement des étudiants. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Donc le mouvement étudiant, il a commencé plutôt en Allemagne en 1964, mais en 1968, donc c'est la formation de la Grande Coalition. Donc on a un gouvernement avec la droite et la gauche. Donc face à cette absence d'opposition au sein du spectre politique institutionnel, le mouvement étudiant, et notamment Rudi Dutschke en décembre 1966, a appelé à la formation d'une opposition extra-parlementaire. Donc ça, c'est aussi dans la continuité du mouvement étudiant qui en fait était déjà en gestation depuis 1964. Est-ce que dans ce mouvement, la violence, elle avait une place centrale dès le départ ? C'est une escalade de la violence, si on veut, en 3 temps. Donc on a d'abord la manifestation du 2 juin 1967, donc qui a lieu à Berlin, qui a été organisée notamment par le SDS, donc l'organisation étudiante qui était à la base l'organisation de jeunesse de la SPD, donc le Parti socialiste allemand. Et au sein du SDS, c'est un peu devenu, la révolution est un peu devenue une analyse de texte, parce que pour eux, il s'agissait aussi de retrouver tout l'héritage marxiste, notamment, qui était plus vivant au sein de la SPD, mais qui avait aussi largement été balayé sous le national-socialisme. Donc pour revenir à la manifestation du 2 juin, qui est donc organisée en partie par le SDS, mais par d'autres organisations à Berlin-Ouest. Manifestation lors de laquelle un étudiant, donc Benno Ohnesorg, est assassiné. Elle est quand même très violente, cette manifestation, en dehors de l'assassinat de Ohnesorg, parce qu'en fait, il y avait la milice du chat qui était aussi présente, et les forces de l'ordre allemandes n'ont rien fait contre ça. La manifestation, c'était contre la venue du chat d'Iran, que les étudiants considéraient comme fascistes. Le chat, il est venu en fait avec sa milice privée, si on veut. Et lors de la manifestation, en fait, ce qu'ils appellent les Jubelperser, ils se sont complètement déchaînés sur les étudiants. Et donc, pour continuer, donc, on a cette première manifestation. Donc là, c'est un peu l'événement qui a mis le feu aux poudres dans toute la République fédérale, et où le SDS et l'opposition extra-parlementaire a commencé à davantage s'organiser. Le deuxième moment de cette escalade, c'est les émeutes de Pâques en 1968, qui font suite à l'attentat contre le leader du SDS et de l'opposition extra-parlementaire, Rudi Dutschke, donc il me semble que c'est le 11 avril 1968. En réaction à cet attentat, les gens se retrouvent à l'université à Berlin-Ouest
et vont ensuite prendre d'assaut les bâtiments de la firme Springer, qui est en gros le grand groupe médiatique de Berlin qui édite notamment le Bild et qui avait quand même une tendance à criminaliser l'opposition et à la tourner en dérision. Et donc, troisième moment dans cette escalade de la violence, c'est le 4 novembre 1968. Donc là, après ces manifestations des émeutes de Pâques, il y a eu beaucoup de répression. Il y avait plus de 1000 personnes qui avaient été arrêtées. Donc à ce moment-là, l'opposition extra-parlementaire s'est beaucoup organisée autour des questions de la justice. Et aussi, entre-temps, il y a eu les lois sur l'état d'urgence qui ont été promulguées. Donc ça, c'était aussi important pour le mouvement étudiant qui était plutôt dans un stade assez découragé où ils n'avaient pas non plus tellement réussi à faire du lien avec les ouvriers, etc. Et donc cette manifestation du 4 novembre 1968, de nouveau à Berlin-Ouest, avait été organisée parce que l'avocat du mouvement étudiant, Horst Mahler, était en procès pour sa participation aux émeutes de Pâques où il lui était reproché de s'être écarté de sa fonction au sein du mouvement. Enfin, la condamnation de Mahler signifierait qu'il perdait quand même un appui juridique assez important et donc la manifestation a eu un certain écho. Ils étaient plus de 1000 personnes peut-être devant le tribunal. Le consensus qui existait alors au sein du mouvement étudiant, donc cette histoire de la violence contre les choses, oui, et la violence contre les personnes, non, a été outrepassée à cette occasion, dans la mesure où les forces de l'ordre ont été pris pour cible directement avec des pavés. Donc très grossièrement, on a la manif du 2 juin 67 contre la venue du Shah d'Iran. Là, les gens ils commencent à s'énerver. Après, il y a les émeutes de Pâques en 68 qui font suite à l'attentat qui visait Rudi Dutschke, donc qui est un peu un leader du mouvement. Et là, les gens ils prennent d'assaut des bâtiments d'un groupe médiatique. Et ensuite, il y a la manifestation du 4 novembre, toujours en 68, à la fois contre les lois sur l'état d'urgence et à la fois contre le procès de l'avocat Horst Mahler. Et cette fois, la violence envers les flics, elle est très présente. En fait, dans toute cette évolution, cette escalade de la violence, on voit qu'au début, donc plutôt dans les années 66-67, dans leur discours, le mouvement étudiant essaye de justifier sa pratique en se référant à des autorités théoriques, que ce soit Marx, Lénine, Mao, Che Guevara. Donc ça, c'est dans la continuité de ce travail d'analyse qu'avait fait le SDS au début des années 60, mais qu'au fur et à mesure que la répression augmente, finalement, le discours sur la violence du mouvement, lui, se simplifie et qu'on a plus juste la question de on utilise la violence, c'est de la contre-violence contre la violence de l'État. Donc les années 68-69, c'est un peu une période trouble si on veut, où il y a plusieurs petits groupes qui se forment, qui ont donc un militantisme quand même assez violent, avec des petites attaques, etc. Il y a plusieurs personnes qui vont se former aussi dans les camps du Front de libération palestinien, qui reviennent à Berlin. Donc dans cette phase 68-69, il y a donc les gens qui déjà se tournent un peu plus vers la lutte armée, qui trouvent que l'échec du mouvement étudiant, c'est aussi parce qu'il n'a pas été assez conséquent et qu'il n'a pas assez fait d'actions violentes, etc. Et il y en a d'autres qui, eux, retournent plus vers la théorie. Donc ça, c'est les groupes marxistes-léninistes. Et ça, il y en a eu vraiment beaucoup, avec chaque fois des petites différences théoriques. Et après, on a aussi plutôt le mouvement, ce qu'on appelle les Sponti, donc plutôt anti-autoritaires, et qui sont un peu les descendants du SDS. Quand on parle de lutte armée en Allemagne de l'Ouest, on pense surtout à la RAF, la fraction armée rouge, mais aussi aux cellules révolutionnaires et au mouvement du 2 juin. Est-ce que tu peux un peu expliquer les dynamiques qu'il y avait entre tous ces groupes ? Pour beaucoup, il n'y a que la fraction armée rouge qui a existé, mais où finalement, il y a eu le mouvement du 2 juin et les cellules révolutionnaires. Donc en fait, la première question que moi je me suis un peu posée, c'est pourquoi tout le monde n'est pas allé dans la RAF finalement. Ce qui paraît très logique, parce que ça ferait une organisation plus importante et qui aurait donc plus de force. Les gens ne sont pas d'accord les uns avec les autres, ce qui se comprend. Mais en tout cas, l'organisation des cellules révolutionnaires, elle dit dans ses textes qu'elle est redevable à la RAF parce que c'est elle qui a montré que la lutte armée était possible en République fédérale. Elle la critique, ne serait-ce que pour son appareil théorique, où elle dit que c'est pas possible de former une théorie de la guérilla à partir du Che et de Mao. Ils disent l'idée que la guérilla urbaine se bricole une stratégie à partir du Che, de Mao et de Marighella est tellement stupide qu'il est seulement possible de dire que les gauchistes
marxistes qui le disent doivent se garder de continuer à citer Marx et Lénine. Oui, j'ai déjà dit qu'il y avait une théorie de la guérilla urbaine dans le tiers-monde, mais pas en Europe de l'Ouest. Mais attention, elle arrive. Mais pas parce que nous avons un Douchke ou un Rabel qui ne font rien d'autre que de s'asseoir à un bureau. Il est de toute façon avéré qu'ils n'en sortaient que de la merde. Mais parce que nous essayons en tant que guérilla urbaine, et ce dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, où il y a une guérilla urbaine, de développer notre théorie à partir du contexte politique, autant sur le plan pratique que théorique, et que nous le faisons effectivement. Selon moi, quand ils disent que c'est pas possible de se bricoler une théorie, c'est parce que ces auteurs-là n'ont pas écrit pour les sociétés du capitalisme tardif, comme la RFA, et que pour les cellules révolutionnaires, à la différence de la RAF, il y avait toujours cette volonté de faire des actions qui étaient en lien avec les mouvements sociaux en cours, là où finalement la RAF, c'était une organisation clandestine. Quand bien même, dans son premier manifeste, elle parlait d'aller dans des réunions politiques, etc., pour influencer un peu les débats et à côté de faire des actions comme l'offensive de mai en 72. Dans les faits, elle n'a jamais pu mettre en pratique ce qu'elle avait dit dans son manifeste. Et donc, les cellules révolutionnaires, elles sont parties de cette erreur ou en fait de cet échec de la RAF pour former leur organisation de contre-pouvoir en petits noyaux qui se basait beaucoup aussi sur l'anonymat parce que c'était plusieurs petits noyaux, c'était sans doute des noyaux entre 4 et 10 personnes, mais qui ne se connaissaient pas entre eux et qui ne communiquaient que par le biais d'un journal. Et donc pour eux, c'était possible d'aller dans les luttes sociales, d'influencer les débats sans doute, mais aussi d'avoir une pratique de la lutte armée à côté, là où la RAF a échoué. Sur le plan stratégique et théorique, une des principales critiques des cellules révolutionnaires envers la RAF, donc ça porte sur la fonction d'avant-garde que la RAF s'était auto-attribuée. Selon les cellules révolutionnaires, en plus d'être autoritaire, cela supposait la participation forcée des couches les plus opprimées du peuple dans lesquelles les cellules révolutionnaires voyaient un automatisme réducteur. Et donc dans l'interview des cellules révolutionnaires, les cellules révolutionnaires avaient reproché à la RAF son manque de volonté à neutraliser l'agitation de la presse bourgeoise. Donc ça, c'est une citation. À leur sens, la RAF, elle avait accordé trop d'importance à la bataille d'opinion. Pour les cellules révolutionnaires, c'était une négligence qu'elles interprètent comme un abandon des masses. Est-ce qu'il y avait beaucoup de liens avec ce qui se passait en Allemagne de l'Est à ce moment-là ? Alors le lien avec l'Allemagne de l'Est, par exemple le magazine Concrète, il était en partie financé par le SED, donc le parti unique est-allemand. Mais pour ce qui est des liens, par exemple, des groupes de lutte armée avec l'Allemagne de l'Est, là je ne suis pas spécialiste, mais il y a certaines personnes qui, quand ils ont voulu sortir de la lutte armée, sont partis en Allemagne de l'Est. Parce que les gens ont fui là-bas, du coup. Oui, ils ont fui là-bas et par exemple, certains sont partis dans d'autres pays parce que donc ils avaient des liens avec le Front de libération de la Palestine, etc. En fait, ils passaient à Berlin-Est pour prendre l'avion, etc., etc. Est-ce que ces groupes luttaient pour une certaine idéologie ? Enfin, le premier manifeste de la RAF, il est dirigé contre l'État allemand qu'il considérait comme fasciste. Dans le fascisme, il faisait beaucoup référence au fait que de la continuité des élites, toujours dans la société des années 60, dans le fait que la génération des pères était la génération nationale-socialiste, etc., que ce soit à l'université ou dans les appareils juridiques. Il y avait toujours cette présence du fascisme. Après, il y avait une idéologie, dans la mesure où il se référait, que ce soit à Lénine ou que ce soit à Marx ou à Mao, où il prônait une société communiste. Alors moi, il y a une question que je me suis pas mal posée au début. Pourquoi, selon toi, la lutte internationaliste, elle est si présente dans ces mouvements ? En fait, la dimension internationaliste, et donc quand ils en parlaient finalement, ils parlaient souvent du tiers-monde, elle était déjà importante dans les années 60 parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui se sont politisés à partir de la lutte contre la guerre du Vietnam. À partir de 65, c'est une composante importante de la politisation des étudiants ouest-allemands.
Enfin, c'est peu après quand même la révolution cubaine. Il y a les écrits de Che Guevara, de Fidel Castro qui sont traduits et édités dans les années 60. Les écrits de Mao aussi qui sont largement diffusés. On a aussi un peu les écrits de Frantz Fanon. Et par exemple, au début des années 70, là, on a le manifeste de Carlos Marighella. Donc là, c'est plutôt le Brésil. Et on a aussi quelques écrits des Tupamaros en Uruguay. Donc ça, c'est des manifestes de guérilla urbaine qui sont publiés au tout début des années 60, dont la réception est évidente. Ça, c'est pour un peu la réception des idées, mais d'un point de vue théorique et stratégique, c'est que déjà, en fait, pour eux, avec toutes ces luttes, que ce soit au Vietnam, en Amérique latine, en fait, l'hypothèse d'une révolution à l'échelle mondiale, elle était possible. Enfin, ils y croyaient. Et donc, en fait, ils luttaient avec ces gens. Ça leur donnait une assise théorique, mais aussi une assise pratique. C'est qu'ils n'étaient pas tout seuls à lutter. C'était quoi un peu les méthodes qui étaient utilisées ? Là, c'était plutôt des attentats à l'explosif. Donc, il y a eu contre des installations de l'armée américaine vers Francfort. À Munich, c'était contre un commissariat de police. À Hambourg, c'était les bâtiments de la firme Springer. Le mouvement du 2 juin, par exemple, eux, ils ont plutôt fait des casses de banque. Et après, c'est le premier groupe de lutte armée à avoir kidnappé un politique ouest-allemand, Peter Lorenz, pour exiger, là, pour le coup, la libération de prisonniers de la lutte armée. Le spectre des actions des cellules révolutionnaires et des Rote Zora, il est plus large que la RAF, et aussi moins violente. Il y avait par exemple des distributions de faux billets, de transport ou pour avoir de la nourriture, des attentats aussi par exemple contre la firme ITT par rapport à Pinochet. Et comment ces groupes ils étaient perçus par la population allemande à l'époque ? Dans la population, je dirais que pour certains, que ce soit la RAF ou aussi après le mouvement du 2 juin, mais d'ailleurs le mouvement du 2 juin, il est plutôt resté à Berlin-Ouest. Il y avait une certaine sympathie, par exemple pour le mouvement du 2 juin, parce qu'ils étaient quand même assez drôles dans les textes qu'ils écrivaient et que ils se limitaient aussi à des cases de banque. Pour la RAF, au début, en fait, ce qui a aussi contribué à ce qu'il y ait une certaine, je dirais, sympathie, c'est que finalement, l'action du gouvernement ouest-allemand a été très dure dès le départ. Mais que la sympathie envers la RAF, elle a quand même rapidement décru dans la population. Notamment en 1977, même au sein de la gauche, en fait, le positionnement de la RAF était pour beaucoup difficile à soutenir. Pourquoi en 77 particulièrement ? Parce que donc, c'est cette fameuse période de l'automne allemand où il y a une action qui est menée par ce qu'on appelle la deuxième génération de la RAF pour libérer la première génération de la RAF emprisonnée à Stammheim. Là, dans cette prison, à ce moment-là, on a Andreas Bader, Gudrun Ensslin, Jan Karl Rasp. Et par exemple, il y avait Ulrike Meinhof qui avait été emprisonnée aussi dans cette prison, mais qui est morte en 1976. Et on avait aussi Holger Mainz qui, lui, est mort en 1974 des suites d'une grève de la faim. Donc c'était une prison de haute sécurité. Et donc il y a une action qui est menée après une autre suite d'actions dont l'objectif était de libérer ces personnes-là. Et pour ce faire, il kidnappe Hans-Martin Schleyer, donc, qui est le patron du patronat allemand. Donc, contre sa libération, il demande celle des prisonniers de la RAF. Mais l'État allemand refuse de céder, là où ils avaient cédé la première fois avec l'action du mouvement du 2 juin. Cette fois-ci, donc c'est Helmut Schmidt qui est au pouvoir, refuse donc de céder à la demande de la deuxième génération de la RAF. Il y a une stratégie pour gagner du temps, pour justement retrouver où est Hans-Martin Schleyer. Donc ça dure 44 jours, il me semble. Voyant que l'État ouest-allemand n'allait pas accéder à leur demande, la deuxième génération de la RAF va chercher du soutien près du Front de libération de la Palestine. On leur propose d'organiser une autre action en parallèle qui est pareil, un détournement d'avion.
Donc ça, c'est organisé. Hans Martin Schleyer, il est kidnappé début septembre et le détournement a lieu, disons, à la mi-octobre. Et pareil, de la même manière, là, le gouvernement allemand essaye de gagner du temps et finalement, ils arrivent à sauver les personnes présentes dans l'avion. Le chantage ne marche plus. Les personnes de la RAF sont retrouvées mortes le lendemain dans la prison de Steinheim. Et Hans Martin Schleyer est de même retrouvé mort, abandonné dans une voiture quelques jours plus tard. Mais en tout cas, cette action au sein de la gauche, c'est devenu trop compliqué de soutenir la RAF d'un point de vue théorique et politique. C'est donc dans ce contexte que naît l'organisation qui nous intéresse aujourd'hui, les Rote Zora. En gros, on a les cellules révolutionnaires que Pauline nous a présentées et dans ce groupe se détache une branche féminine. Cette branche féminine se crée parce qu'une partie des femmes de l'organisation en a fait marre que les hommes ne prennent pas en compte le sexisme présent dans la société ou en tout cas ne veuillent pas lutter contre. Elles resteront quand même proches des cellules et feront régulièrement des actions communes. Elles avaient déjà l'expérience de la lutte violente. La première action violente des cellules révolutionnaires a eu lieu en 1973. En gros, pour protester contre le coup d'état militaire de Pinochet, qui a lieu au Chili quelques mois avant contre le gouvernement de Salvador Allende, les membres des cellules font 2 attentats à Berlin-Ouest et à Nuremberg, visant les bureaux de la société américaine ITT, International Telephone and Telegraph. C'est une multinationale qui a participé activement à ce putsch militaire. En visant cette entreprise, ce que les cellules veulent dénoncer, c'est l'impérialisme américain notamment. Cette branche féminine organise donc 2 attentats en 1975, un premier le 3 mars, un incendie dans la cathédrale de Bamberg, pour dénoncer le rôle de l'Église dans l'oppression des femmes, et un deuxième le lendemain à la Cour internationale de justice. En fait, un projet de loi dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse est discuté en 1974. Sauf qu'en février 1975, un arrêté constitutionnel empêche la mise en place de cette loi. Alors, que fait la branche féminine des cellules révolutionnaires ? Elle dépose une bombe artisanale devant le tribunal fédéral constitutionnel de Karlsruhe. Des femmes des cellules révolutionnaires ont attaqué le 4 mars 1975 le tribunal constitutionnel fédéral. Non pas pour protéger la Constitution contre la Cour constitutionnelle, comme dit M. Abendroff, mais pour nous protéger de la Constitution. Et le jugement de terreur du tribunal constitutionnel fédéral est si insupportable par son mépris et sa volonté d'anéantissement des femmes que nous le combattons par tous les moyens. Nous, femmes, nous sommes encore contraintes à faire naître des enfants non désirés dans un monde où les enfants désirés doivent déjà grandir dans des conditions préprogrammées de dépérissement constant. Le paragraphe 18 n'empêche pas les avortements, comme le savent aussi ceux qui en appellent à Dieu et aux flics pour son maintien. Comme le savent les tribunaux pour qui le meurtre d'une femme ne se laissant pas faire a toujours pesé moins que celui d'un porc d'oppresseur. Nous sommes solidaires avec toutes les femmes qui se débarrassent de leur oppresseur. Le jour viendra où les femmes se soulèveront, mais pas sans qu'aujourd'hui déjà nous nous bougions. Des femmes des cellules révolutionnaires. J'ai coupé pas mal de passages, mais dans leur communiqué, il y a une réelle critique du capitalisme, de l'Église et de nombreuses institutions. Notamment l'institution médicale, on va le voir plus tard quand je vais te donner encore plein d'exemples d'attentats réalisés, mais l'institution médicale est, pour elle, un ennemi des femmes, et je pense que t'as rapidement compris quel sort elle réserve aux ennemis des femmes. Les médecins qui gardent leur savoir, ou plutôt leur ignorance médicale, pour continuer à tirer plus de profit de l'utérus. Ils humilient les femmes à la recherche d'aide, les estorquent et s'ils les aident effectivement, c'est généralement en employant la méthode dangereuse, obsolète et brutale du curetage, puisqu'ils refusent d'apprendre et d'appliquer la méthode d'aspiration plus douce. Rendons tous ces porcs reconnaissables, taguons sur leurs limousines et leurs villas qu'ils sont des porcs. Pourrissons-leur leurs idylles de banlieue, en gueulant au mégaphone sur leurs agissements, en face de chez eux, comme les femmes japonaises nous en donnent l'exemple. Chopons les pires et faisons-les dérouiller. Les plumes et le goudron seraient aussi une possibilité. Et c'est contre cette institution qu'elles vont s'attaquer en 1977, en prenant pour la première fois le nom des Rote Zora. Avant de te parler de cette action, on va revenir un petit peu sur le nom. Peut-être que Rote Zora ne te dit rien, mais Zora la Rousse, oui. Moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, ma mère elle chantait souvent un générique un peu de série pour enfants, qui mentionnait Zora la Rousse, et elle me disait que c'était une série de son époque. Zora la Rousse, Zora belle et farouche, ta vie a un goût d'aventure. Tu vas toujours vers la source de la liberté. Tu poursuis ton rêve pour qu'un jour nouveau se lève sur le monde entier.
Alors en fait au départ c'était un roman avec un nom que je vais tenter de lire en allemand. Die Rote Zora und ihre Band. Zora la Rouge et sa bande. Le romancier Kurt Held, un Allemand juif, est en exil en 1941. En exil parce que du coup son pays est contrôlé par les nazis. Il est donc en Yougoslavie en 1941 et rencontre Zora. Zora, c'est une enfant orpheline, et elle est chef d'une bande d'enfants qui sont orphelins comme elle. Kurt, il est impressionné par ces enfants, qui sont méprisés par le reste de la société, mais qui arrivent à rester soudés et à survivre ensemble. Il écrit donc un roman, inspiré de ses enfants. Kurt, qui est aussi un fervent communiste, joue le double sens du mot Rote en allemand, qui signifie rouge et rousse. La traduction française du livre et la série qui l'a suivi tiennent surtout compte du mot rousse. Zora est donc une enfant rousse qui vole dans les marchés, qui se moque des flics et qui est la chef d'une bande d'enfants à la rue. Mais bref, je suis pas ta prof de français du collège, je vais pas te faire une analyse du roman. Les Rote Zora ont pris ce nom parce qu'elle renvoyait à une héroïne badass, communiste disons dans ses actions, qui sait organiser des bandes et qui prend les choses en main. Pieds nus dans ta course, tu vas toujours vers la source de la liberté. Donc comme je le disais avant la parenthèse, en 1977, leur première action, en tant que Rote Zora, est contre l'ordre fédéral des médecins à Cologne. Elles commencent leur communiquer tranquillement en se foutant de leur gueule. Le 28 avril 1977, nous avons repris la nuit et l'Ordre fédéral des médecins de Cologne peut maintenant, après notre passage, procéder à son nettoyage de printemps. Les médecins pouvaient, à cette époque, décider eux-mêmes s'ils acceptaient de réaliser une IVG ou non. Quand le choix leur a été proposé, ils ont refusé la suppression du paragraphe qui leur accordait ce droit. Donc en gros, légalement, c'est possible d'avorter en Allemagne de l'Ouest, mais il faut que ton médecin soit d'accord. Pour montrer leur désaccord, elles ont du coup déposé une bombe. C'était là notre contribution à la nuit de Walpurgis. Le 1er mai, durant la nuit de Walpurgis, des femmes manifestent dans toute la RFA contre les violences sexuelles, une forme de violence que nous, femmes, éprouvons quotidiennement dans la famille, la publicité, au travail, dans la rue ou chez les gynécologues. Nous connaissons l'Ordre fédéral des médecins comme défenseurs du viol en blouse blanche. Après la réforme, nous les femmes sommes entièrement livrées aux médecins. En outre, il ne s'agit plus pour la plupart des médecins du bien-être et de la bonne santé de leurs patients. Il s'agit plutôt de maintenir l'état de santé des gens pour les garder au boulot. Elle termine en disant « Les porcs ont des noms. Femmes, trouvez leurs adresses. » et en signant. Rote Zora. Alors t'inquiète pas, je vais encore te donner plein d'exemples de qui elles ont attaqué, pourquoi elles l'ont attaqué, comment elles l'ont attaqué pour remplir ton crâne d'énergie féministe. Mais avant, maintenant qu'elles ont un nom, je vais te présenter de façon un petit peu plus théorique les Rote Zora. Zora la route, Zora belle et farouche, ta vie a un goût d'aventure. Les Rote Zora, c'est plusieurs groupes, une petite dizaine dans toute l'Allemagne de l'Ouest, de personnes qui s'identifient comme femmes et lesbiennes. Même si elles vont très souvent mettre en avant leur identité lesbienne pour certaines, ça va être très peu un sujet. Elles n'ont, à ma connaissance, fait aucune action pour dénoncer des politiques homophobes. Je précise bien que c'est à ma connaissance et qu'elles ont été très actives et fait plein d'actions que j'ai pas réussi à toutes retracer. Dès le départ et en accord avec la majorité des groupes d'extrême gauche allemands, elles portent une attention particulière aux luttes internationalistes. On va le voir plus tard, mais pas mal d'actions qu'elles organisent viennent en soutien ou en collaboration, j'ai pas trouvé de meilleur terme, de peuples en lutte ailleurs dans le monde. Le capitalisme, l'impérialisme sont des cibles, les centres pharmaceutiques, les hôpitaux impliqués dans des crimes de stérilisation forcée le sont tout autant. Nous ne nous limitons pas à l'oppression directe, c'est-à-dire évidente des femmes. En tant que femmes, nous nous sentons également concernées par les conditions de pouvoir social, qu'il s'agisse des moyens de production capitalistes ou de la destruction du milieu urbain ou de l'environnement. Nous sommes des femmes de 20 à 51 ans. Certaines d'entre nous vendent leur travail où elles peuvent. Certaines prennent ce dont elles ont besoin et d'autres ne sont pas encore tombées à travers le filet de l'État-providence. Certaines ont des enfants, d'autres pas. Certaines femmes sont lesbiennes, d'autres aiment les hommes. Nous consommons dans des supermarchés dégoûtants. Nous vivons dans des maisons affreuses. Nous aimons nous promener, aller au cinéma, au théâtre ou en boîte. Elle n'appartenait à aucun courant politique précis. Dans le documentaire dont je te parlais, le mot anarchie revient, mais je pense que c'est plutôt la façon de s'organiser du collectif qui peut être considérée comme une organisation anarchiste. Elle ne parle pas, en tout cas de ce que j'ai lu, d'un idéal de société très précis. Elle vise évidemment un idéal de société pas construite sur l'accumulation du profit et sur l'extension, et elles avaient sûrement des discussions politiques passionnantes en interne, mais elles se revendiquent d'aucun courant. Le concept de guérilla ne nous convient pas ici, dans la mesure où il vise à conquérir le pouvoir avec des formations militaires. Nous ne voulons pas conquérir, mais détruire le pouvoir patriarcal. Les groupes militaires portent déjà en leur sein un pouvoir en soi. En ce qui concerne la lutte féministe, elles pensent que c'est primordial d'en finir avec l'impuissance, après coup, de la victime. Elles veulent que les femmes se soulèvent et fassent vivre un enfer à leurs oppresseurs.
Elles veulent la multiplication de ces actes de vengeance et de justice. Elles mentionnent aussi la jouissance que procure l'attaque. Les Rote Zora, c'est aussi un journal. Parce que serait un mouvement d'extrême gauche sans son journal? Il y a 9 numéros qui sont sortis entre mai 75 et octobre 86. L'objectif était de faire du lien entre les cellules, de se partager des conseils, des recettes d'explosifs, les précautions à prendre quand on les utilise, etc. Il y avait aussi une volonté de démystifier la lutte armée, de valoriser les tâches non reconnues. Elle passait des semaines entières à espionner et traquer des proies, c'est comme ça qu'elle les qualifiait, à imaginer des stratégies, à fabriquer des explosifs, à prendre des mesures de sécurité, d'anti-répression, et tout ça, ça demande beaucoup de travail. Elle passait beaucoup de temps à apprendre des choses très concrètes et pratiques, comme crocheter des serrures par exemple. L'objectif était vraiment que tout le monde puisse tout faire et que personne ne soit essentiel. En ce qui concerne la société allemande, les féministes les soutenaient plus ou moins, surtout les lesbiennes en fait. Dans un documentaire, certaines militantes parlent de l'aide, surtout matérielle, qu'elles ont reçue d'autres femmes qui ne faisaient pas partie de l'organisation, notamment leurs colocs. Les Rote Zora ne se mélangeaient pas aux groupes féministes plus traditionnels, parce que pour elles, ces groupes c'était des groupes néolibéraux et ça leur plaît pas du tout. Pour nous, les difficultés commencent quand les revendications féministes demandent des droits égaux et la reconnaissance dans cette société. Nous ne voulons pas de femmes dans des positions d'hommes. De telles carrières demeurent des actes individuels dont ne peuvent profiter que quelques femmes privilégiées. Par expérience, nous savons que nous, les femmes, n'atteignons aucun pouvoir par les chemins qui sont justement là pour exclure les femmes, garantir et obtenir la domination patriarcale. C'est pourquoi nous considérons que les comités des femmes qui veulent organiser leur influence dans les partis et les institutions font fausse route. Les attentats des Rote Zora n'ont causé que des dégâts matériels et financiers, et même si l'ego de certains hommes a sûrement été blessé, aucun humain n'a été tué dans leurs actions. C'était impensable pour elles de tuer ou de blesser une personne innocente. Elles écrivent très peu sur le sujet, donc je me risquerai pas à des interprétations de pourquoi. Mais c'est vrai qu'un homme mort, c'est un homme qui peut ressentir ni la honte, ni la peur, et c'est les sentiments qu'elles cherchaient à provoquer. En tout cas, toutes leurs actions ont été très démonstratives. Dans les années 1980, à Cologne, un homme fait parler de lui, Wagner, un avocat de bourgeois. Avec des collègues, il participe à chasser les pauvres de la ville, à les expulser et les envoyer toujours plus loin en banlieue. En fait, il est surtout connu pour ses méthodes. En 1979 notamment, il engage des hommes pour aller détruire des logements de travailleurs turcs. Genre vraiment les détruire. Ils explosent les murs, les canalisations, tout ça. Des immeubles sont détruits pour en construire d'autres plus chers et plus chics. Le prix des loyers augmente et surtout la population change. L'objectif, sans grande surprise, est d'enrichir les propriétaires immobiliers et de donner une image de la ville plus attractive. Ça fait évidemment grand bruit et la gauche allemande se révolte en occupant des logements et en faisant des manifestations. Même si des membres des Rote Zora étaient probablement présents à l'une ou l'autre de ces actions, le collectif décide de viser directement Wagner. Lors de notre visite à Wagner, nous avons mis le feu au symbole de son statut social. La Mercedes qu'il s'est achetée en démolissant les logements et donc la vie d'autres personnes. En 1978, elles ont commis une série d'attentats qui visaient un certain type de boutiques, des sex shops. Elles considéraient que ces magasins, de par les produits qu'ils commercialisent, et surtout les vidéos, représentent l'exploitation du corps des femmes. Comme elles l'expliquent, elles se sont humiliées sexuellement et ces sex shops étaient le symbole de beaucoup de choses qu'elles détestaient, la violence sexuelle et la capitalisation du corps des femmes. Elles sont revenues dessus quelques années plus tard en remettant en question leur action et surtout la non-concertation avec des personnes concernées. Nous voyons rétrospectivement qu'une certaine part de l'importance qui a été accordée à l'industrie du sexe et à ses magasins comme expression du sexisme est due au poids de la morale bourgeoise chrétienne. Penser en termes de bonne et mauvaise sexualité a bloqué et ou restreint l'attention sur d'autres secteurs ordinaires de violence sexuelle contre les femmes. Mariage, famille, relations hétéro, éducation à l'hétérosexualité. Un autre point important est l'exclusion pratique des prostituées et des femmes travaillant dans l'industrie du sexe, et donc la ségrégation d'autres femmes dans nos attaques et analyses. Le 8 mars 1983, pour célébrer comme il se doit la Journée internationale des droits des femmes, elles font deux actions, toujours en lien avec le commerce sexuel. À Cologne, elles incendient la voiture d'un certain Hans Kirchner. Alors j'ai rien trouvé sur cet homme, mais dans leur communiqué, elles l'accusent d'être un commerçant de femmes. Toujours d'après ce communiqué, il était à la tête d'entreprises matrimoniales mettant en relation des hommes occidentaux et des femmes philippines. En même temps, elles font sauter des explosifs dans l'ambassade des Philippines parce qu'elles accusent le gouvernement philippin de tirer profit du commerce sexuel auquel sont soumises les femmes philippines. Dans leur communiqué, elles font de nombreux liens entre l'exploitation salariale et l'exploitation patriarcale et rappellent en quelques lignes l'histoire coloniale des Philippines et la situation actuelle des travailleurs et travailleuses sur place. En RFA, il y a environ 200 entreprises et elles sont chaque jour plus nombreuses
qui, sous le nom d'agences matrimoniales ou d'agences de voyage, font du commerce de femmes asiatiques et particulièrement de femmes philippines. L'offre va des voyages d'hommes célibataires pour trouver une épouse jusqu'à la rencontre de femmes dans les bordels et les lieux d'amusement. Par ce commerce, les liens entre l'oppression des femmes et l'exploitation du dit tiers-monde sont particulièrement clairs. À Cologne, nous avons mis le feu à la voiture de l'un de ces entremetteurs, Heinz Kirchner, qui est particulièrement impliqué dans ces affaires, et avons dynamité le consulat des Philippines, car le gouvernement philippin soutient et encourage ce business, vend le pays et ses habitants pour s'enrichir. Leur existence volée, il ne reste aux femmes aucun autre choix que de se vendre aux seigneurs blancs afin de survivre, que ce soit par un travail précaire mal payé, dans de mauvaises conditions dans les usines du marché mondial, les salaires y sont largement inférieurs au minimum garanti, ou par la prostitution. D'après Katharina Karcher, qui travaille sur les questions de féminisme, de lutte sociale et de violence en Allemagne, les Rote Zora ont plus tard aussi remis en question leur action. Même si elles la regrettent pas et considèrent sûrement toujours cette lutte importante, elles se sont rendues compte que, encore une fois, les paroles des premières concernées n'avaient pas été prises en compte et qu'elles l'avaient réfléchi uniquement par le prisme de leurs conditions de femmes blanches avec la nationalité allemande. Et peut-être qu'une autre façon de faire, une autre cible, un autre objectif leur aurait été plus profitable. Les Rote Zora terminent ce communiqué par une citation d'une femme qui n'a malheureusement pas d'autre identité que une femme philippine. Ce dont les opprimés n'ont pas besoin, c'est de votre sympathie, de vos pleurs ou de vos prières. Ce qui leur est le plus souvent nécessaire, c'est votre rage. Et la rage, c'est un sujet qui revient énormément chez les Rote Zora. Elles détestent les hommes qui tirent profit des autres, elles détestent les nazis, les exploiteurs, les violeurs, les patrons, les médecins qui stérilisent les femmes non blanches, les impérialistes, et elles encouragent les femmes à les détruire. Elles sont énervées, mais comment ne pas l'être? Et quoi en faire aussi? Tu es énervé, on te conseille d'aller militer et tu te retrouves à rédiger des communiqués, à faire des posts Instagram et à peindre des banderoles de manif. Ce qui est absolument essentiel, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on évacue la rage? Est-ce que faire partie du groupe de travail qui réfléchit à l'ordre des cortèges d'une manifestation suffit à calmer la rage, la colère, l'énergie qu'on a en nous? Je suis sûre que c'est des questions que se posaient les Rote Zora. Parce qu'elles faisaient ces choses-là, évidemment qu'il faut le faire. Elles participaient à des actions de désobéissance civile non violente. Mais c'est particulièrement frustrant de ne pas voir les choses avancer, de voir que tu participes à un mouvement énorme, mais que si tout se passe bien, tu obtiendras justice des années après ta mort. L'action directe permet de voir instantanément les effets de ta rage. Je veux pas romantiser l'action directe ou les attentats pour autant. Même si les Rote Zora ont eu pour la majorité de la chance, judiciairement parlant, c'est pas le cas de beaucoup de militants et militantes de toute époque et de toute lutte confondue, qui ont passé leurs années en prison, qui ont été exécutés, ou qui ont perdu leur famille et leurs proches. C'est un risque et les personnes qui le prennent en sont conscientes. Pour revenir aux Rote Zora, elles étaient bien évidemment anticarcérales. Elles n'imaginaient pas la lutte anticapitaliste sans la lutte contre les prisons qui sont, comme elle l'explique très bien, un lieu Où l'identité des prisonniers doit être brisée pour qu'ils soient adaptés au système, ou tout au moins contrôlables. Le fichage, les conditions de détention catastrophiques, la tôle comme art politique. Beaucoup de sujets sont abordés dans un communiqué où elle dénonce clairement les entreprises qui font produire leurs marchandises par des prisonniers et prisonnières. Donc à très bas coût, dans des conditions qui ne peuvent pas être négociées. Avec les membres des cellules révolutionnaires, et elles font en août 1984 deux opérations. Le 5, un camion de la société Kreuzer est incendié. Kreuzer, c'est une entreprise qui produit et commercialise des stylos. La majorité de sa production est assemblée par des gens enfermés en prison et en psychiatrie. Ça coûte pas cher et qui va venir se plaindre? En plus, la société Kreuzer menaçait à ce moment-là de virer une partie de son personnel libre. Enfin libre. Personne n'est libre sous le capital, mais en tout cas pas enfermé en prison. Parce que, soi-disant, risque de faillite. Le 11 août, elles organisent une explosion dans la société Koch. J'ai malheureusement pas compris exactement ce que cette entreprise vendait, des produits ménagers je crois, mais une grande partie de ces ventes étaient produites par des sous-traitants dans des prisons de haute sécurité. Il s'agit de poursuivre dans cette voie la lutte anticarcérale entamée ensemble, dedans et dehors. Weil der Mensch ein Mensch ist, drum hat der Stiefel im Gesicht nicht gern. Will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen Herrn. Drum links 2, 3, drum links 2, 3, wo dein Platz genossen ist. Weil dich ein in die Arbeiter einreizt und weil du auch ein Arbeiter bist. Là, je vais te parler d'une de leurs actions qui a fait beaucoup de bruit. La série d'attentats contre l'entreprise Adler. Mais avant, il faut que je te parle de l'entreprise Adler.
C'est une entreprise allemande de textile qui délocalise sa production dans plusieurs pays d'Asie du Sud, notamment le Sri Lanka et la Corée du Sud. En Corée justement, la fabrique textile de la société Adler, qui s'appelle Flare Fashion, emploie environ 2000 personnes, dont une énorme majorité de femmes, et fait de gros profits. Les conditions de travail y sont catastrophiques, des journées bien trop longues, un salaire bien trop bas, un rythme bien trop cadencé, des accidents du travail dissimulés, bref, je t'apprends rien. L'esclavage salarié se base sur l'exploitation sexiste et raciste des femmes. Seules les relations sexuelles avec les contremaîtres allemands leur garantissent de petites améliorations. Adler, le chef d'entreprise, déclare avec une attitude patriarcale caractéristique de la race blanche des seigneurs. Sans les Coréennes aux cheveux noirs et aux yeux en amande, l'ascension fulgurante de l'entreprise Adler n'aurait guère été possible. Et ils louent leur capacité à apprendre les traditions du peuple allemand qu'elles doivent présenter lors des cérémonies d'entreprise. En avril 1987, 1600 travailleurs et travailleuses se mettent en grève pour de meilleures conditions de travail, un salaire plus élevé et aussi l'arrêt de l'harcèlement sexuel. Elles s'organisent malgré l'interdiction de grève et de réunion. La police se rend sur place. 13 porte-paroles sont immédiatement licenciés et 69 travailleuses sont arrêtées. Les travailleurs et travailleuses envoient des messages à des camarades coréennes en Allemagne qui les traduisent et qui en informent les collectifs et syndicats de gauche allemands. Pas mal d'entre eux décident de soutenir cette lutte. En soutien à ces travailleuses, les Rote Zora font exploser pas une bombe, pas 2 bombes, pas 3, mais bien 9 bombes dans 9 filiales Adler en Allemagne de l'Ouest. Dans leur communiqué, elles dénoncent les conditions de travail des ouvriers et ouvrières en Corée du Sud. En Corée du Sud, la dictature soutenue économiquement et militairement par les États-Unis fait tout pour que le pays soit accepté dans la cour des nouveaux pays industrialisés, pour les investissements des multinationales occidentales. Contre l'opposition croissante dans le pays, elle réagit par une répression brutale. Elles font aussi un parallèle avec les femmes allemandes qui travaillent pour le groupe Adler. Bien que les conditions de vie dans les métropoles s'aggravent aussi, nous ne devons contourner en aucun cas un point crucial, nos privilèges, dont la consommation est basée sur l'exploitation, la valorisation et la destruction des humains des 3 continents. Et elles finissent en écrivant. Nous voyons notre lutte ici non pas séparée des relations que l'impérialisme induit dans les 3 continents, mais comme un anti-impérialisme pratique et concret, et essayant de freiner le bon déroulement des stratégies du capital, en solidarité avec toutes les luttes contre l'exploitation et l'oppression. Pour un fort mouvement international de libération des femmes, Lutte contre le système impérialiste patriarcal. C'est un exemple parmi d'autres d'à quel point elles ne concevaient pas la lutte antipatriarcale et anticapitaliste sans prendre en compte les femmes et les personnes exploitées d'autres pays. Et ça a marché. Alors toutes les revendications n'ont pas été appliquées, mais grâce évidemment à la lutte et à la grève des Coréens et Coréennes dans l'usine de textile, mais aussi grâce au coup de pression des Rote Zora et d'autres collectifs de la gauche allemande, les employés licenciés ont été réembauchés. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum hat der Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen Herrn. Drum links 2, 3, drum links 2, 3, und ein Platz gelassen ist, weil ich ein bin, der Arbeiter, Einheitsfront, weil du auch ein Arbeiter. En 1983, elles font une autre action, cette fois contre un homme bien précis, Hans Joachim Lindemann. Il est médecin-chef pour être précise, à l'hôpital Elisabeth de Hambourg. Alors je t'ai déjà dit que les Rote Zora s'attaquaient régulièrement à l'institution médicale, que ce soit par rapport à l'avortement, aux modifications génétiques, mais aussi comme c'est le cas en 83 à la stérilisation forcée. La stérilisation forcée, c'est une arme régulièrement utilisée par les médecins des pays occidentaux contre les femmes des pays colonisés. On peut parler par exemple des femmes comoriennes et mahoraises qui vivent à Mayotte, et qui, depuis l'instauration du plan Darmanin et les mesures qui concernent ce département français d'outre-mer, sont très fortement incitées à se faire stériliser, voire stériliser de force. Mais bref, c'était déjà une mesure raciste et sexiste en 83 et même bien avant. Donc le médecin-chef Hans Joachim Lindemann, lui, la stérilisation, c'est grave son truc. Il est reconnu comme Le spécialiste international des questions de stérilisation dans le tiers-monde. Pas mal, hein? Il personnifie la stratégie des impérialistes de contrôler, par la prétendue politique démographique, l'utérus des femmes. Stérilisation forcée des femmes bénéficiaires de prestations sociales aux États-Unis, des Indiennes et des femmes pauvres en Amérique latine, des Turcs en RFA, d'environ 33% de toutes les portoricaines dans leur pays géré comme une colonie par les États-Unis. Les révoltes menaçantes sont combattues par l'extermination des pauvres et des opprimés, la stérilisation comme arme silencieuse des impérialistes. Lindemann cherche un procédé qui puisse être peu coûteux et rester inconnu des femmes qui le subissent.
Depuis 1972, il a réalisé sur au moins 700 femmes, à leur insu, des expériences de stérilisation sans opération avant une ablation nécessaire de l'utérus. Pour 520 d'entre elles, il a d'abord essayé de réduire en bouillie leur trompe utérine par l'électricité à haute fréquence. Il a ensuite tenté, sur 15 femmes, de boucher leur trompe par éthybloc. Comme les taux de réussite étaient toujours aussi faibles, il y a ajouté du nitrate d'argent pour que survienne une inflammation des trompes et que s'y colle l'éthybloc. L'éthybloc, c'est un produit inflammatoire. Dans leur communiqué, elles font aussi le lien avec l'Allemagne nazie, qui utilisait aussi ce genre de méthode. Le 23 février 1983, la voiture du médecin-chef Hans Joachim Lindemann a été incendiée. En 1995, elles font leur dernière action, et tu vas aimer le thème. Elles attaquent le chantier naval de Brême. Brême, c'est une ville qui est près d'Hambourg. Dans ce chantier naval étaient construits des navires de guerre destinés à l'armée turque. En fait, elles ont fait cette action en soutien aux Kurdes. J'ai un peu la flemme de t'expliquer pourquoi les Turcs attaquent les Kurdes. Il y a 3 épisodes que j'ai fait l'année dernière qui s'appellent Les femmes au Rojava, qui récapitulent tout ça. Mais grossièrement, c'est pour des questions impérialistes d'extension du territoire et de destruction des cultures minoritaires. Alors, elles sont pas du tout les seules à s'emparer de cette question, en fait. Beaucoup de groupes d'extrême gauche allemands s'en étaient déjà saisis, mais l'envie de concrètement participer à la lutte kurde est de plus en plus présente. Donc les cellules révolutionnaires avaient déjà fait 2 actions en soutien aux Kurdes, une en 84 au consulat turc de Cologne et une en 86 dans les locaux de la police des étrangers de Hambourg. Donc le 24 juillet 1995, les Rote Zora attaquent à l'explosif le chantier naval de Brême en soutien aux Kurdes qui se battent contre l'armée turque. L'attentat a été manqué, mais le message est passé. C'était leur dernière action. Elles en ont fait environ 45. Pour des raisons de sécurité évidentes, les identités des militantes des Rote Zora sont inconnues. Elles étaient reconnues juridiquement comme terroristes par l'Allemagne de l'Ouest. Mais il y a eu des arrestations. En fait, il y a une histoire avec des réveils. Les Rote Zora utilisaient des réveils mécaniques en tant que détonateurs pour leur attentat. Et à ce moment-là, la production de réveils électroniques prenait de l'ampleur. Il restait peu de choix de réveils mécaniques et elles avaient besoin de cela, de mécanique en fait. Donc elles achetaient toujours les mêmes, des MS Sonochron. La police, qui s'est un peu réveillée au sujet des Rote Zora, s'en est rendu compte et a acheté tous les réveils de cette référence, les a désassemblés, les a marqués, les a réassemblés, puis les a remis au magasin. Le 18 décembre 1987, des descentes ont lieu dans pas mal de logements de militantes féministes. C'est comme ça que plusieurs d'entre elles ont été repérées et contraintes à vivre dans la clandestinité. On connaît Ingrid Straube, née en 1952 et morte cette année en 2024. Elle est autrichienne mais vient vivre à Cologne en 1979 pour être rédactrice d'un magazine féministe, Emma. D'ailleurs, ce magazine existe toujours maintenant et il a très mal vieilli. Des articles clairement abolos qui comparent la prostitution à du white slavery, pour reprendre le terme utilisé, donc de l'esclavage blanc, et tient des propos transphobes. Alors je sais pas trop quelles étaient les positions du journal à sa création, mais en tout cas il a publié en 1984 une présentation construite comme une interview des Rote Zora. Ingrid, qui est du coup une des rédactrices, était sûrement surveillée depuis la parution de l'article. En 1989, à 36 ans, elle est condamnée à 5 ans de prison pour soutien à une organisation terroriste et complicité d'attentats. Au final, grâce à une grosse mobilisation qui a eu lieu, il y a eu révision du procès et elle est condamnée à 3 ans de probation. On connaît pas mal de choses sur elle parce qu'elle a par la suite écrit des livres féministes sur les femmes juives dans la résistance, la lutte contre le fascisme ou la prison, et a eu un petit succès. Mais aucun de ses livres n'est traduit en français. On connaît beaucoup moins de choses sur les autres femmes arrêtées. Ulla, de son nom complet Ursula Penseline, dont je ne connais rien du tout, a été arrêtée la même année, en 87, à 37 ans et condamnée à 8 mois de prison pour complicité. Corinna Kawaters est repérée en 1987 et pour se protéger doit vivre en clandestinité jusqu'en 1995, l'année où elle se rend aux autorités. Son procès commence en 1998. Accusée d'avoir fait partie des Rote Zora et des cellules révolutionnaires. Elle est condamnée à 18 mois de sursis. Elle était journaliste et a écrit des livres, mais je te mets en description un reportage où elle témoigne. Adrienne Geuser a elle vécu jusqu'en 2007 en clandestinité. Elle se rend aux autorités à 58 ans à Berlin. Elle a reconnu avoir tenté de bombarder un institut génétique et un magasin de vêtements en 86 et 87, probablement un magasin de l'entreprise Adler. Parce qu'elle s'est rendue, le juge a considéré qu'Adrienne n'était plus motivée à exprimer ses opinions politiques de façon violente et elle a été condamnée à 2 ans de prison. Elle était technicienne radio et photographe. Une autre femme, Juliane Balk, a été arrêtée en 2010 et a été acquittée, mais j'ai pas plus d'informations sur elle. C'est, à ma connaissance, les seules militantes féministes accusées d'être des membres ou des complices des Rote Zora.
J'ai voulu faire cet épisode sur les Rote Zora, même si l'organisation ne se revendiquait pas anarchiste, parce que je trouve que c'est le genre d'histoire qui fait du bien. Le féminisme n'a pas besoin d'être respectable. On ne demande pas des droits, on les prend. D'autant plus quand on considère le patriarcat comme un engrenage d'un système de société qui fonctionne avec plein d'autres engrenages. La vengeance destinée à un individu ou à une entreprise ne s'attaque pas au fond du problème, mais elle fait peur, elle impressionne, elle redonne de l'estime de soi à la personne qui la déclenche. Et quand on est une femme, une travailleuse, une lesbienne, comme l'ont été les Rote Zora, retrouver l'estime de soi que le patriarcat a voulu nous arracher est essentiel. Les agresseurs, les capitalistes, les nazis, les racistes, les exploiteurs méritent notre rage. Cette rage qu'ils disent ridicule pour nous empêcher d'agir. Mais on n'est pas des hystériques ou des flemmards ou des idéalistes. On est des survivantes qui se battent pour un monde juste. Et on ne se bat pas contre une entité invisible, on se bat contre eux. Alors j'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a donné de la joie, de la haine, de la fascination et plein d'autres émotions qui m'ont traversé le corps quand je l'écrivais. Merci encore énormément à Pauline Corr pour ses explications sur la situation en Allemagne de l'Ouest. À bientôt j'espère pour un prochain épisode. Mais quand on réussit une action, on a vraiment beaucoup de plaisir.